Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Choseville à l'antenne. Toujours ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Dans mes émissions, comme vous le savez, j'ai souvent évoqué le sort de Madame Victoire Ingabire Umuhoza, cette courageuse opposante rwandaise qui, en 2010, décida de laisser sa confortable vie familiale aux Pays-Bas, où elle a vécu pendant 16 années, pour rentrer dans son pays d'origine, le Rwanda, afin de se présenter à l'élection présidentielle qui devait se dérouler cette année-là. Sans doute avait-elle sous-estimé la nature profondément liberticide du régime de Paul Kagame. Dès son retour, elle fut victime d'un incessant harcèlement et de calomnies. Le fait qu'elle ait appelé à la reconnaissance de toutes les victimes de la tragédie rwandaise fit qu'elle fut accusée de négation du génocide des Tutsis. Très rapidement, elle fut interpellée, puis inculpée et enfin envoyée en prison, puis jugée. Elle ne put ni déposer sa candidature à l'élection présidentielle, ni y participer, bien sûr. Elle fut jugée et condamnée à 15 ans de prison pour, je cite, « conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre, minimisation du génocide de 1994 et propagation de rumeurs dans l'intention d'inciter le public à la violence. » Fin de citation. Le 15 septembre 2018, alors que des tractations secrètes se déroulaient entre Emmanuel Macron et Paul Kagame, Victoire Ingabire fut finalement libérée à la suite d'une décision de grâce présidentielle. Le chanteur, auteur, compositeur et organiste catholique Kizito Mihigo bénéficia de cette même grâce et lui aussi sortit de prison le même jour. Ces tractations entre les deux chefs d'État aboutirent à la nomination de la ministre des Affaires étrangères rwandaise, Louise Mushikiwabo, au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Le dictateur rwandais se devait de tenter d'améliorer l'image de son régime afin d'obtenir cette nomination de sa protégée à la tête de l'OIF et de pouvoir ainsi infiltrer, voire contrôler, l'organisation internationale dont le mandat est de défendre et de promouvoir la francophonie dans le monde entier, alors même que depuis sa prise de pouvoir en 1994, Paul Kagame n'a eu de cesse que d'éradiquer la langue française de son propre pays pour le remplacer par l'anglais. Mais cette grâce présidentielle ne fut en fait que de la poudre aux yeux. On sait ce qu'il en fut pour le malheureux Kizito, qui ne put jamais reprendre ses activités artistiques et dont les chansons étaient toujours interdites de diffusion à l'intérieur du pays. Il semblerait que ce soit cette véritable condamnation à mort civique, sociale et professionnelle qui l'ait poussé à tenter de fuir le Rwanda. Arrêté le 13 février 2020 près de la frontière burundaise, sa mort fut annoncée par les autorités rwandaises le 17 février suivant, après que son corps eût été retrouvé dans la cellule de la police à Kigali, où il avait été enfermé. Officiellement, il s'agissait d'un suicide par pendaison, à l'aide d'un drap, une version que ses proches et la plupart des Rwandais contestent. Jamais ce fervent catholique n'aurait pu ainsi mettre fin à ses jours,
Et de toute façon, il n'y a pas de drap dans les cellules de la police rwandaise. Kizito Mihigo a encore allongé la liste déjà très longue de toutes les victimes de Paul Kagame et de son régime. Religieux, journalistes, opposants ou supposés tels, et même membres importants du régime tombés en disgrâce. Certaines de ces victimes ont même été éliminées à l'étranger, en Afrique du Sud ou au Mozambique par exemple. Victoire Ingabire a survécu et elle n'a jamais accepté de se taire. Elle continue son combat, envers et contre tout, depuis sa maison de Kigali, où elle vit en résidence très surveillée. C'est une véritable mort politique et sociale qui lui a été infligée par le régime. Le harcèlement continue. Elle est régulièrement convoquée par la redoutable DMI, la direction des services secrets militaires, pour des interrogatoires. Bien sûr, on ne lui a pas rendu son passeport et il lui est impossible de sortir du pays. C'est donc essentiellement sur les réseaux sociaux et dans les médias étrangers qu'elle et ses partisans poursuivent la lutte pour le rétablissement de la démocratie, le respect des droits de l'homme et surtout pour une véritable réconciliation au Rwanda. Le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, RIFDP, a ainsi créé un prix Victoire Ingabire Umuhoza qui est décerné chaque année à une personnalité, rwandaise ou non, qui s'est illustrée par ses écrits ou par son action pour la promotion des valeurs défendues par la Dame de Kigali. J'en fus moi-même le récipiendaire en 2020. Plusieurs organisations issues de la société civile rwandaise ont aussi lancé la Journée internationale pour la libération des prisonniers politiques et d'opinion pour l'état de droit et la démocratie au Rwanda, qui est célébrée le 14 octobre de chaque année. Cette journée est également communément connue sous le nom de Ingabire Day, en référence bien sûr à Victoire Ingabire Umuhoza, qui, comme Nelson Mandela, a été prisonnière politique et d'opinion en raison de son combat pour le respect des droits humains et de la démocratie. Cette année, le collectif qui est à l'origine de cette journée du 14 octobre a publié un communiqué dont je vais maintenant vous donner lecture. Le 14 octobre est une date importante pour la défense des droits humains au Rwanda. À l'occasion de cette journée, plusieurs organisations issues de la société civile rwandaise, dont le collectif Ingabire Day, rassemblant plusieurs associations engagées dans la défense des droits humains, souhaitent vous adresser un message important. Dans le cadre de la mobilisation pour la libération des prisonniers politiques au Rwanda, cette année 2023, nous mettons l'accent particulier sur le cas des prisonniers politiques dits du 14 octobre. Ils sont en prison depuis la rafle des 13 et 14 octobre 2021. Le régime de Kigali leur reproche d'avoir lu le livre intitulé « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes ». Pourtant, dans le code des lois rwandaises, aucune loi n'interdit de lire un livre. Ils sont également accusés d'avoir voulu participer à l'événement Ingabire Day 2021 et d'avoir voulu diffuser la formule selon laquelle tous les Rwandais doivent être respectés. Ils sont injustement derrière les barreaux depuis plus de 2 ans, sans procès. Ils s'appellent Claudine Uwimana, Sylvain Sibomana, Alexis Ruchubanganya, Marcel Nahimana, Emmanuel
Masengesho, Alphonse Mutabazi, Hamad Agenimana, Jean-Claude Daishimie et Théoneste Tsengimana. Ce dernier est journaliste. Nous exigeons leur libération immédiate. Les prisonniers du 14 octobre ont rallongé la liste déjà trop longue d'autres prisonniers politiques et d'opinion dont nous ne cessons de réclamer la libération. Quelques-uns des plus connus sont Yvonne Idamange, Iria Mugwiza, Aimable Karasira, Théophile Tirutwa, Deogracias Mouchayidi, Abdul Rachid Akuzimana, le docteur Christophe Mpozayo, le docteur Joseph Nkuzi, le professeur Léopold Munyakazi, des journalistes comme Dieudonné Niyongsenga, alias Nchuma Hassan, ou Phocas Zayizera et beaucoup d'autres. À vous, citoyennes et citoyens des pays qui octroient de l'aide issue de vos impôts au régime du Front patriotique rwandais en place à Kigali, nous demandons d'intervenir auprès de vos gouvernements pour qu'ils conditionnent l'aide au Rwanda à l'ouverture de l'espace politique, au respect des droits humains et à la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion. Grâce à vos actions et à la pression internationale, au début de cette année, l'un des plus connus prisonniers politiques rwandais, Paul Rusesabagina, a été libéré. Pourquoi pas les autres? Nous avons des raisons de croire en l'efficacité de la pression que vous pouvez exercer sur le régime FPR. Nous vous demandons de continuer à faire pression pour que tous les prisonniers politiques et d'opinion, qui sont encore très nombreux dans les geôles du régime FPR, soient libérés. Ensemble, nous pouvons. Fin de citation de ce communiqué. J'ai tenu à le relayer, ce communiqué, même si c'est avec quelques jours de retard. Car la question des prisonniers politiques et d'opinion au Rwanda est totalement méconnue de l'opinion publique internationale. Les grands médias n'en font jamais état. Éprouvant beaucoup d'admiration et de respect pour Madame Victoire Ingabire Umuhoza, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de faire écho à son courageux combat et à celui, bien sûr, des organisations qui la soutiennent. À l'heure où le gouvernement britannique persiste à vouloir expédier ces migrants illégaux et ces demandeurs d'asile au Rwanda, comme si ce pays était une sorte de Suisse africaine respectueuse de la vie et de la dignité humaine, il est en effet bon, comme l'ont fait ce collectif d'organisations rwandaises de la diaspora, de rappeler quelle est la triste réalité du Rwanda de Paul Kagame, c'est-à-dire celle d'une société verrouillée par un système répressif qui ne permet à aucune voix dissidente de s'exprimer, où les opposants sont soit morts, soit en prison, soit en exil. Dans un tel contexte, l'envoi de ces migrants et demandeurs d'asile indésirables dans un tel pays serait moralement condamnable et la justice britannique a bien fait de s'y opposer. À ce tableau accablant de la situation au Rwanda s'ajoute bien sûr celui de la situation dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre, plus précisément au nord Kivu, là où un faux groupe rebelle créé de toutes pièces par le régime de Paul Kagame continue à semer la terreur et la désolation, contraignant des dizaines de milliers de paysans congolais à fuir une fois de plus et à s'entasser dans de sordides camps de déplacés, des camps de fortune, dans la
périphérie de la ville de Goma. Cette nouvelle agression, agrémentée de massacres, comme toujours, j'allais dire, n'est qu'une énième édition d'un scénario qui ne fait que se répéter depuis 1996, et dans lequel le régime de Kigali joue toujours le premier rôle, même s'il se cache souvent derrière une fiction de rébellion congolaise. De tout cela, j'en ai été moi-même le témoin direct, puisque j'ai vécu et travaillé à plusieurs reprises dans la zone occupée par l'une de ces fausses rébellions au début des années 2000. Ces guerres et ces invasions à répétition, depuis 27 années, ont fait plusieurs millions de morts, des centaines de milliers de réfugiés hutus rwandais, mais aussi des millions de citoyens congolais issus de différentes communautés ethniques. Ces millions de morts font de cette guerre ou de ces guerres le conflit le plus meurtrier que le monde ait connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, contrairement au conflit israélo-palestinien ou à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nos grands médias s'en font rarement l'écho. C'est pourquoi, le 1er octobre dernier, j'ai accepté de participer à une commémoration mondiale de ce qu'il faudrait bien finir par qualifier de génocide. Cet événement était l'initiative d'organisations congolaises et rwandaises et il a eu lieu de manière virtuelle, sur Internet. C'est donc depuis chez moi, devant mon écran, que j'y ai participé. Voici ce que j'ai dit durant ma brève intervention. Bien. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très honoré de participer à cet événement ce soir et je tiens à féliciter tous ceux qui sont à l'origine d'un tel événement, car il n'y a rien de pire que l'oubli. Oublier des massacres, laisser le temps faire son travail et donc oublier des massacres, oublier un génocide, c'est tuer une deuxième fois, c'est massacrer une deuxième fois les victimes de ce génocide. Petit rappel historique, puisque je suis un grand amateur d'histoire. Avant la Seconde Guerre mondiale, Hitler avait dit, alors qu'il préparait le génocide des Juifs, il avait dit sous une manière, comment dirais-je, de boutade, qui se souvient des Arméniens? Effectivement, le génocide des Arméniens avait eu lieu en 1915 et Hitler pensait que ce génocide était oublié et que donc il en serait de même avec le génocide qu'il se préparait à perpétrer contre les Juifs. Fort heureusement, il n'en a rien été et la mémoire s'est transmise jusqu'à aujourd'hui, même si le pouvoir turc ne reconnaît pas le génocide arménien et cherche à le faire oublier à tout prix, un peu comme KGB fait le maximum pour qu'on oublie les morts qui ne soient pas les morts Tutsis, et donc il fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la ségrégation mémorielle. Dans mon livre Rwanda 25 années de mensonges, j'avais souligné le fait que la reconnaissance du génocide des Hutus par les autres Rwandais et la reconnaissance du génocide des Tutsis par ceux qui ne sont pas Tutsis, c'était une condition sine qua non pour la réconciliation et pour la réconciliation nationale et pour la construction d'un nouveau Rwanda. La réconciliation ne peut pas être basée sur la commémoration d'une partie seulement du massacre. Donc pour cela que je pense que votre initiative est excellente et que je tiens à m'y associer ce soir, et je
engage à transmettre cette mémoire aux générations futures. C'est ça qui est très important, en particulier celles qui sont nées en exil, qui sont nées dans la diaspora, comme l'ont fait avant vous les Arméniens, comme le font les Juifs et comme le font d'autres victimes de génocide, les Cambodgiens ou autres. Donc voilà, c'est quelques mots que je tenais à vous dire ce soir. Félicitations pour ce travail mémoriel et le combat continue, à l'autre continua, comme on disait autrefois au Mozambique. L'émission d'aujourd'hui avait donc pour but essentiel de me faire l'écho de toutes ces organisations, qu'elles soient rwandaises ou congolaises, afin de vous rappeler, chers amis auditeurs, la triste situation des droits de l'homme prévalant à l'intérieur du Rwanda, mais aussi pour nous souvenir que la guerre continue à faire des milliers de victimes à l'est de la République démocratique du Congo. Il ne faut oublier ni les prisonniers politiques et prisonniers d'opinion qui croupissent parfois depuis des années dans les geôles de Paul Kagame, ni les paysans congolais du Nord Kivu qui, depuis 27 années, ont à subir ces guerres à répétition, des guerres qui ne sont pas les leurs et qui ont toujours été fomentées par le maître de Kigali, c'est-à-dire par Paul Kagame. Voilà, chers auditeurs, ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.